D3, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Nous voici à Azila, dans la campagne d'Azila, à Brièche, au sommet des collines de Brièche, avec une vue sur l'Atlantique qui est loin, loin, loin là-bas. Mais on est au milieu des palmiers, des figuiers, de la vraie campagne marocaine. Dans l'atelier de Mouad Yebari, cet atelier s'appelle La Muse. Mouad, qui est né en 1966 à Azila, qui a été formé sans doute, comme tout le monde à Azila, grâce au Moussem, mais ensuite qui a été formé aux arts plastiques et peut-être à la transmission de ces arts plastiques au lycée Ibn Khatib et au CPR de Tanger. Mouad a eu sa première exposition en 1988 à la légation américaine de Tanger. Puis ensuite, il fait partie de cette histoire que beaucoup auront oubliée ou que beaucoup ne connaissent pas, fait partie de l'équipe qui a été présentée et défendue par la Tanja Flandria Art Gallery, nos deux amis anglais qui ont fait partie des personnes qui ont lancé le marché de l'art au Maroc, à leur façon. Et c'était une véritable aventure, début des années 90. Et évidemment, Mouad Yebari a beaucoup exposé à Azila dès 2004, mais aussi on le voit à Casablanca, notamment à la galerie Nadar, à laquelle il a été fidèle en 2008, 2019 et 2021, à Artorium et à la galerie Klim. Mais encore, on l'a vu à Babroa, à Rabat, beaucoup en Espagne, ça c'est le côté Zailachi. Les habitants d'Azila regardent vers l'Espagne, ils parlent espagnol, ils mangent espagnol, ils exposent espagnol. Et cela dès 1995, avant même d'avoir exposé à Azila, à Malaga, puis Barcelone, Ordizia, Madrid. Mais on l'aura encore retrouvé, Mouad, au Bahreïn, à Berlin, en Italie, en France bien sûr avec la Cité des Arts à Paris en 2003. Et au Maroc, il a aussi exposé à Marrakech, Ben Slimane, Fès, à la Medina Art Gallery de Tanger encore, rappelons-le plus récemment, en 2019. La rencontre avec Mouad Yebari a lieu dans le cadre de l'exposition Azurium qui a lieu du 5 au 21 mai 2025 à Galerie Kent à Tanger. Mouad Yebari, quel cursus de formation as-tu suivi pour devenir peintre ? Avant de parler de mon parcours, je vais parler de mon enfance parce que c'était une étape qui m'a trop marqué. Je crois à l'âge de 5 ans, j'avais fait beaucoup d'efforts dans le MSID, l'école coranique, et mon père voulait me faire un cadeau, Allah yarhamou. Il m'a offert une boîte de peinture. Ça veut dire une boîte en bois avec les tubes de peinture, les pinceaux. Moi, c'était la première fois que je vois ça. Et que mon père aussi, il faisait de la peinture de temps en temps, sur des morceaux de carrelage, j'en garde quelques-uns. Et ça c'était comme un déclic. Avec la curiosité de découvrir c'est quoi, ces tubes, qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça sèche quand? Si on va salir les mains, est-ce que après si on les lave, ça va partir ou non? Donc, j'avais trop de questions dans ma tête et je me suis lancé. Et ce qui est bien, c'est que 4 ans plus tard, je crois 3 ans plus tard, il y avait le festival qui a commencé. Et il a commencé avec les ateliers d'enfants. Donc, tu es devenu peintre avant le festival, avant le Moussem d'Azila. Oui. Et ma première exposition avec les enfants, c'était au sein de l'association Les Anciens Élèves de Collège Imam Asseli. On m'a exposé avec les ateliers d'enfants. Donc, j'ai commencé même avant le Moussem. Mais le Moussem, il a confirmé. C'était un luxe pour nous. On y va là-bas, il y a la peinture, il y a tout. Il y avait Madame Tony Maraini, l'ex de Medlehi, Allah yarhamou aussi. Donc, c'est elle qui nous enseignait, le suivi et tout. Donc, c'est là où ça a commencé mes premiers pas dans le monde de l'art. Et ce qui était bien, c'est que on côtoyait que les grands. C'est-à-dire, on faisait une petite visite à l'atelier de gravure et je me retrouve avec le grand Belkahia, avec Robert Blackburn des États-Unis et d'autres. On a vu pas mal. On avait beaucoup d'inspiration. Déjà, Tony Marini comme professeur d'art, c'est quand même du lourd. Oui. C'était une dame formidable parce que même quand j'étais à Tanger,
au lycée Bel Khatib. Elles habitaient à Tanger à l'époque. Donc chaque week-end, elle vient me chercher à l'internat de l'école. Elle m'accompagne à sa maison, elle me donne à manger, elle me parle de l'art, ce que tu as fait, montre-moi. Ça veut dire il y avait un suivi. Et ça n'a pas de prix. C'est un peu le propre d'Asila, hein, ce mélange finalement d'intimité avec les grands artistes de ce monde, dans la formation des artistes d'ici. On regarde, on est amis, on suit. Il n'y a pas de séparation. En fait, c'est comme un package. Tu as l'artiste, tu as son travail, il t'explique. Mais ils n'étaient pas avares. Il t'explique ce qu'il fait, il te montre sa technique, il t'aide dans ton chemin, sans te critiquer bien sûr. Il t'accompagne, tu dis oui c'est bien ce que tu fais, mais continue sur cette voie. On a toujours vécu dans cette atmosphère qui était saine, beaucoup de respect l'un à l'autre, beaucoup de respect. C'était formidable, tout simplement. Et à 5 ans, tu savais que tu allais devenir peintre toute ta vie? Franchement, non. Mais l'année, je crois, 1981, c'était l'année où j'ai décidé d'aller faire mes études d'art plastique à Tanger. Mes parents me disaient non, tu vas aller à Tanger, l'internat, tout seul, tu es encore petit. Je dis non, si je vais pas, je reste à la maison. Et je suis resté à la maison, je crois, un mois, sans aller ni à l'école, ni ici, ni à Tanger. Après, ils ont cédé. Et c'est là où je suis que c'est mon chemin, c'est mon destin, que j'aime, que je suis follement amoureux. Bon, t'avais pas 5 ans, t'avais 13 ans. Mais comment sait-on qu'on veut devenir un artiste peintre? Qu'est-ce qu'il y avait en toi à ce moment-là? Déjà, je ne me considère pas un artiste peintre. Je me considère autant qu'un individu sincère envers ce qu'il fait, fidèle à lui-même, à ses pensées. Être un artiste peintre, ça ne se décide pas. Oui, mais alors un mec qui peint toute la journée, toute la semaine, toute l'année, qui fait des tableaux, c'est quoi si c'est pas un artiste peintre? Ben, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui passent toute la journée à peindre, mais ne sont pas des artistes. Il y en a beaucoup. L'artiste, c'est un fruit d'inspiration, de potentiel visuel, intellectuel. Il y a beaucoup de fragments qui se réunissent pour faire un artiste. Même, par exemple, il te dit, moi j'étais à l'école de Beaux-Arts, mais ça ne veut pas dire que tu es artiste. Tu peux aller à l'école de Beaux-Arts, tu vas apprendre les techniques, mais ça ne fait pas de toi un artiste. Un artiste, c'est inné. C'est un truc que ça vient d'un jour à l'autre. Mais alors, qui est artiste selon toi dans tous ceux que l'on connaît? Ben, il n'y a pas d'artiste, il n'y a que des gens sincères et fidèles. Alors ça, c'est les deux qualificatifs que tu t'es attribués, sincérité et fidélité. Donc c'est ce qui fait l'artiste, donc tu es un artiste. Oui, admettons cette conclusion, oui. Je me considère parce que je suis sincère envers ce que je fais. Il y a un degré de sincérité et de réflexion. Parce que la peinture, ça ne doit pas toujours faire beau. On n'est pas obligé de faire que de la beauté. Non. C'est de s'exprimer. C'est de faire sortir ce que tu as à l'intérieur. C'est une question qui me taraude en ce moment, auquel je réfléchis beaucoup, parce que on connaît des gens qui sont de grands peintres, de grands faiseurs de peinture, on va dire, qui sont plutôt des plagieurs et qui pourtant font, même s'ils plagient, des œuvres que l'on reconnaît tout de suite comme étant d'une inspiration qui n'est pas la leur, des œuvres qui ont une présence énorme. Qu'est-ce qui fait l'art? C'est la présence, c'est l'originalité, c'est le début de quelque chose, c'est ce carré de toile qui remplit une pièce et une vie. C'est compliqué, non? Oui, c'est compliqué, mais pour moi, l'art ou le tableau en 2 dimensions, c'est un screenshot. C'est qu'on mortalise une action, une idée, un sentiment, une situation. Dans un laps du temps, on la prend et on la projette. Elle est sur une toile, sur un papier, sur un support. C'est ça. C'est ça pour moi, ce qui est l'art. Donc il faut que ça soit absolument toi, et c'est toi, c'est tout. Voilà, c'est ce que je dis au début. La fidélité. La fidélité envers toi-même. C'est ça que je veux dire. L'art, c'est ça pour moi.
L'art, c'est d'être toi-même, où tu n'es pas obligé d'être dans une école ou passer par une école pour devenir un artiste. Non. Parce qu'il y a plusieurs qui ont passé par l'école. Par exemple, moi, avec mes collègues de l'école, il n'y a personne qui est artiste. Tout le monde se met dans l'enseignement, l'autre sait pas quoi, mais ils maîtrisent les techniques et tout ce que tu veux, mais ils ne sont pas des artistes. Parce que ils n'ont pas développé la sensibilité, ils ne sont pas à l'actualité, ils ne sont pas... C'est ça. My town with a little drop of poison. Nobody knows. They're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter. But I feel much cleaner after it rains. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. Did the devil make the world while God was sleeping? You'll never get a wish from a bone. Another wrong goodbye and 100 sailors. That deep blue sky is my home. And she left in the fall. It's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. Ton père était peintre. Mon père était prof de géographie et faisait de la peinture. À Azila. À Azila, chez lui. Et c'est l'un des fondateurs de l'association Al-Mouhit, le Moussim culturel d'Azila. C'est un fondateur avec Ben Issa Melihi et d'autres. Et il peignait quoi, ton papa? Ben, c'est des scènes. Par exemple, je regarde une d'un monsieur dans un souk qui arrache les dents. Et des oiseaux, c'est des trucs comme ça. Héritage naïf, Ben Ali Herbati. Naïf, mais sincère. Parce que lui, il aimait ce qu'il faisait. Il était fier de terminer un petit carreau et le montre. À ma mère, à nous, nous petits, on comprenait rien. Ah oui, il est joli l'oiseau. Et ça s'arrête là. Mais maintenant, je vois que il y avait de la technique, de la touche, le choix de couleur, la lumière, l'ombre, la matière, tout ça. C'est après. Il y a l'appel à la prière juste à côté, c'est l'heure. Donc tu arrives au lycée Ibn Ratib, et alors qu'est-ce qui se passe? On avait la chance d'avoir un prof français, Lancelon, John Lancelon. Maintenant, je crois qu'il est à Rabat. On avait Ben Dahman, là aussi, et d'autres. Et on avait une diversité parce que c'était nouveau aussi. Nous, c'était la deuxième promotion. L'expérience était nouvelle. Donc on était comme les cobayes. Ouais, mais les cobayes, il y avait aussi l'enthousiasme, je suppose. Oui. Et on était plein dedans. On a appris pas mal de choses, pas mal de techniques, chaque prof avec sa manière. Avec Lancelon, on a très bien maîtrisé la perspective avec toutes ces diversités. La création en volume, la sculpture. Avec M. Larossi, c'était l'histoire de l'art. L'école, ça m'a beaucoup aidé à mieux voir et à mieux recevoir aussi. Voir et recevoir. Puis Ben Darman, c'est un sacré technicien aussi. C'est un peintre qui a une très 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 belle technique. Ben Darman, il avait la main d'un ange, ça veut dire avec 2-3 touches. Et nous, à l'époque, c'était waouh, c'est de la magie ce qu'il fait ce monsieur. Mais en fait, quand il t'explique, c'est juste, il faut synchroniser 3 choses. Le regard, la pensée et la main. Parce qu'il y a un triangle, s'il fonctionne bien, tu es excellent. Par rapport au dessin, bien sûr. Parce que l'œil, il ramène l'image, le cerveau l'analyse et elle donne les ordres à la main pour exécuter. Donc la main, c'est juste, elle exécute.
L'œil et la main, c'est un très beau livre qui a été consacré à notre ami Khalil Kharib. Khalil, c'est l'exemple. C'est l'exemple. Il n'a jamais été à l'école des beaux-arts ni des arts plastiques, autodidacte, mais il passe tout son temps à chercher à travers des fragments de la vie. C'est des choses en miniature, après ça devient des œuvres, de rien du tout. Et c'est un artiste. Et c'est un artiste parce que quand tu lui parles, il est sincère, il est fidèle envers lui-même. C'est ça ce que je défends. C'était un sacré exemple pour vous, quand vous étiez jeune, d'avoir des personnages comme, j'en parlais avec Younes El-Kharaz, quand même vous étiez jeune, entouré de Melhi, de Khalil Kharib. Younes, Abqader et d'autres, on est de la même génération, on était dans les mêmes ateliers. Donc on avait cette opportunité de côtoyer les grands. Et parmi eux, il y avait Khalil, Melhi, il m'a adopté comme son fils. J'étais dans ses ateliers, il me montre les secrets de son travail. Et en fait, c'est pas un travail facile. Les gens qui disent non, c'est que des bandes, mais c'est pas facile du tout. C'est très compliqué. Donc moi, j'étais avec Melhi pendant des années, et j'ai beaucoup appris de lui la gestion, comment gérer les artistes, comment organiser. J'ai appris pas mal de choses. Je suis toujours reconnaissant à ce monsieur Allah yarhamou et à sa femme aussi, Tony. Donc j'ai appris des deux. Dans ton parcours, on voit que très rapidement quand même se dessine le fait que tu vas être dans la transmission. Le fait d'enseigner est important pour toi. Le fait d'enseigner, pour plusieurs, c'est un obstacle. Moi, je l'ai pris comme une base où j'apprends aussi. Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai appris de mes élèves. Je donne et je reçois. Et je leur dis toujours, je vous enseigne, mais aussi vous m'enseignez. Peut-être des choses minimes, mais ça, moi, je l'utilise après. Et il y a un échange sublime entre moi et mes élèves. Je comprends que dans l'enseignement, il y a un retour de ce que l'on donne très fort et qui permet de tenir d'ailleurs. Qu'est-ce que ça aura pu t'apporter, la vision, le travail, les questions de tes élèves? Il y a des questions un peu très dures. La dernière, on m'a posé une question. Pourquoi vous faites de la peinture, monsieur? Qu'est-ce qu'il te manque? Vous avez votre salaire, voiture, maison. Pourquoi vous faites de la peinture? Vous passez des nuits à peindre et à peindre. Je lui dis, c'est pas moi, c'est mon démon qui est à l'intérieur, c'est lui qui fait ça. Non, mais j'explique que c'est un besoin. C'est comme tu as besoin de manger, tu as besoin d'extérioriser. Parce que la peinture, c'est extérioriser. Soit ta joie, ta souffrance, tout ce que tu veux. Tu mets en place des idées, des sensations, des sentiments qu'on les voit pas, on les touche pas, mais ça devient une réalité après. On peut les voir, on peut les discuter. C'est ça ce que j'explique à mes élèves. Ton démon, il doit pas être très méchant, ton démon. Hein, ça... Moi, j'adore mon démon. Elle est vraiment géniale. Elle me fait réveiller parfois à 3 heures du matin pour prendre un petit croquis chez moi. Une idée qui soit dans mon rêve ou donc il me réveille pour prendre un croquis. Parfois, il me garde ici dans cet atelier. Je sois à 3 heures, 4 heures du matin. Il me lâche pas. Mais c'est pas un démon qui te fait courir dans la campagne, courir dans les rues comme un fou. Non. non. Mais c'est l'envie. Tu vois, il y a l'envie de faire. Parfois, on perd cette envie. On le perd et il faut attendre. Mais avec l'expérience, l'âge, on est arrivé à mieux gérer. Donc, on garde toujours l'envie durant toute l'année. Question essentielle qui doit sans arrêt revenir, et je sais pas s'il y a, bien sûr qu'il y a une réponse. Qu'est-ce que ça t'a apporté le fait d'être né et de grandir à Azila? On m'a déjà posé cette question que j'aime beaucoup. Tout simplement, c'est un tout petit village. Et on se connaît tout. Le fils de Abslam, donc on se connaît. Tu es contrôlé. On n'avait pas la chance de sortir des rails. Et ce qui est très important, c'est que l'arrivée de Moussem, il a bouleversé notre vision vers le positif, vers le bien, surtout au niveau art plastique. Parce qu'on avait l'occasion d'aller et d'apprendre. On attendait le festival, qui était juillet-août. Toute l'année, on parlait que de ça. C'est quand cette année? Qui va venir? Est-ce qu'on va peindre ou non? Est-ce qu'on va assister avec les grands pour faire les murs? Parce que moi, j'ai assisté Saad Hassani dans son premier mur à Azila, en 78. Et ce qui est bien, c'est que, ça je l'oublierai jamais,
Elle était en train de peindre. Et je lui ai cité quelques idées, elle les a appris. Il m'a dit, ben vas-y, tiens, la peinture, et va les réaliser. Et je les ai réalisées sur son mur. Ça, c'est comme un point fort. Un point qui te pousse ou qui te projette vers un avenir qu'on l'ignorait à cette période. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. Bon, alors puisque tu abordes toi-même le point du Moussem directement, quelques anecdotes qui t'ont marqué, ce qui t'a apporté, des rencontres, des discussions, des choses qui t'ont bouleversé. Pas à moi, mais à d'autres, oui. Je peux te dire. Il y avait un graveur, Robert Blackburn. Donc, moi, je l'ai assisté il va faire des tirages. Le tirage d'une gravure, ça prend environ 20 minutes, 25 minutes entre l'encre sur la plaque, essuyer, et après, il faut la passer au tirage. Donc, on était là, il a préparé la première, il l'a imprimée, il l'a accrochée, il est allé dans sa chambre. Moi, je suis sorti devant la porte, me reposer un peu. Il revient, il me dit, qui a fait ça? Je dis quoi? Il y avait 5 tirages déjà faits. 5 tirages de gravure déjà faits. De la même. Je dis, mais c'est pas moi je sais pas faire ça. Moi, j'étais en train de nettoyer, tout simplement, je l'ai à nettoyer. Et il me dit, mais c'est pas possible. Il s'est absenté un quart d'heure, 20 minutes. Et là, il se retrouve avec 5 tirages de plus. Il a quitté Azila jamais revenu. Oui, parce que, voilà, au palais, il y a des esprits, il y a tout ce que tu veux. Il y avait un genou, une graveur. Ah oui, il y en a. Et ça, c'était, ça m'a trop marqué cette histoire, et ça m'a fait peur. Donc, j'ai raconté ça à mon père, il me dit, oui, n'y va pas. Et j'ai arrêté, je crois, 1 année ou 2. Mais ça, c'est une solution. Tu commences à faire un tableau, puis après tu laisses le genou d'en faire 5-6 à ta place. Je l'espère, mais sans où. Lui, il avait la chance. On se baladait ensemble, donc il m'explique dans la rue, voilà, l'arbre, il y a la lumière sur les pétales. Moi, j'étais un peu très jeune, j'avais 11 ans, 12 ans. Donc, je regardais par-ci, par-là. Et c'est la première fois que je reçois une gifle qui a fait le tour de ma tête. Du coup, je te parle de l'art, tu me regardes les yeux. Mais lui, il était grand, fort. Et il a osé te frapper. Oui. C'était un début un peu dur. Il m'a giflé. Il dit, c'est pour ton bien. Quand je te parle, tu me regardes. Parce que ce que je suis en train de te dire, personne ne te le dira. Au moment, je l'ai mal pris. Très mal pris, pleuré, là. Mais après, je me suis dit, d'une manière, c'est de ma faute. Par respect, si quelqu'un te parle, tu le regardes, tu l'écoutes. Tu vas pas détourner ta concentration en regardant d'autres choses.
Bon, ça t'a appris à te concentrer sur ce que l'on te dit. Et à respecter. À respecter. Parce que la base de tout, c'est le respect. Quand tu te respectes et tu respectes ce que tu fais, tu es sur des bons rails. Bon, il y a encore un autre exemple après les genoux, après la gifle, quelque chose de plus positif. Le plus positif, c'est que ma première exposition de mon existence, c'était à côté de Belkahia Qassimi, que les grands Marocains, et c'était dans l'ancien centre Hassan II, parce que c'était pas comme ça, c'était juste avec la tôle. Il n'y avait pas de sol, c'était vraiment, et c'était la première exposition. Il y avait que les grands, et à côté, il y avait moi, je crois, Hakim, Ghailan et d'autres, avec des dessins. Et moi, je me rappelle, à l'époque, déjà, à 10 ans, je crois, déjà, je représente le nu, parce que j'ai beaucoup travaillé le nu. C'est ton démon, ça. Oui, mon sage démon. Oui, ça m'a ouvert les portes. C'est cette intimité dont je parle. Ces jeunes, ces adolescents, ces jeunes hommes ou jeunes femmes qui veulent devenir artistes et qui bidouillent à côté des plus grands et qui donc sont formés par cette proximité, par le fait d'être à côté. Moi, par rapport aux jeunes, aux conseils que je peux donner ou que je peux rapporter à cette expérience, c'est que il faut être à l'écoute, respecter les conseils. En fait, ça dépend de qui est ce grand. Parce qu'il y a des grands qui massacrent, qui donnent rien et qui massacrent. Ils le font exprès. Ils le font exprès de détourner un chemin. Il n'y a pas de concurrence dans l'art. Il n'y a pas de concurrence. Mouadi Bari, c'est Mouadi Bari. On le voit, on le sent sur ses toits. Younes Khagaz, il a son monde déjà fait. Anzaoui, pareil. Souhail, Selfati, tout le monde. Ils ont leur monde. Donc, pourquoi avoir la peur de partager un savoir? C'est mieux que détourner la vie de quelqu'un professionnel. Et ça, je le vois beaucoup. Je le vois beaucoup. Donc, mon conseil, c'est d'être à l'écoute, accepter les remarques, mais continuer à travailler. Il faut toujours continuer. Là, tu viens de citer quelques noms. En fait, vous étiez les 7 ou 8 mousquetaires. Les 4 caractères. Il y avait Souhail Ben Azzouz, Hakim Ghailan, Mohamed Anzaoui et Mouadi Bari. Et auquel on pouvait rajouter Younes El-Kharaz, Abdelkader Melehi, Ilyas Selfati. Et puis il y avait aussi un peu à l'époque qui a disparu, Jalalou Tikni. Bon, vous étiez 8 du même âge. C'est absolument incroyable. Oui. C'est absolument incroyable, à 3 ans près. Je vais parler de Jalal parce que elle avait quitté le Maroc. Et donc après, elle a eu un accident, c'est très grave. Donc sa carrière s'est arrêtée là. Mais tout le reste, tous les artistes dont on cite Selfati, Anzaoui, Souhail, Hakim, Younes, ils ont continué, ils sont là, ils sont encore. Mais ce qui m'étonne, c'est que c'est pas une génération, c'est une couvée. Une couvée comme une couvée de poussins. Vous êtes 7-8 du même âge. Et après, il n'y en a pas d'autres. Avant, il n'y en avait pas, et après, il n'y en a plus. C'est la relève. Moi, j'ai toujours parlé de ça. J'ai toujours parlé de nous, on est déjà là. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour ceux qui vont venir? Alors, la relève à Asila, elle est où? Il n'y en a pas. Elle se limite sur 2-3 noms. Sur 2-3. Pas plus. Que vous avez été une génération. Parce que nous, on était enthousiastes. On avait de l'énergie, de la force. On cherchait, on voyageait pour ça. Par exemple, avec Anzaoui, on faisait aller-retour Madrid pour voir. Actuellement, avec ces réseaux sociaux et tout ça, ça a changé la stratégie. Ça a changé. Il a changé complètement. Parce qu'on dit Asila, ville d'inspiration, patati patala, mais non, en fait, il y a eu un moment à Asila, il y a 30 ans, qui a été très fort avec les Melhi, Khalil qui perce, et vous qui naissez. Écoutez, dans la stratégie du Moussem, parce que je reviens au Moussem, parce que c'est l'institut qui a tout fait ici à Asila, dans le côté de l'art, il a beaucoup fait. À l'époque de Melhi, toujours, il impliquait les jeunes. C'était une obligation. Il fait la promotion. Parce que, soit avec moi ou avec les autres, toujours, venez chez moi, on parle, on va dîner, on va parler, on va aller voir l'exposition telle, qu'est-ce que vous pensez de ça? Il y avait toujours des conversations, on discute beaucoup. Et, pchouia, il te passe
la clé. Par exemple, il te dit, cherche-moi un artiste qu'on veut inviter cette année, et qu'il soit un bon. Il te laisse, mais il te suit de loin ce que tu fais. Donc, il y avait cette charge positive. Après, nous peut-être on n'a pas fait ça avec les jeunes, peut-être on était un peu égoïste, il faut reconnaître ses défauts. Peut-être on a pensé qu'à nos carrières. Moi, peut-être pas parce que j'enseigne. Donc, je suis toujours en contact avec mes élèves, avec les jeunes. Je donne des conseils par-ci et par-là. Mais en général, on n'a pas été si généreux avec les jeunes. On s'est rencontrés tout à l'heure dans un café. Tu m'as dit, tu te souviens de cet espace. Et effectivement, c'était un immense atelier que tu partageais avec Mohamed Hamzaoui. Tout le monde passait par cet atelier. C'était un lieu ouvert et les jeunes passaient, les moins jeunes. C'était un lieu d'échange aussi. Vous l'avez créé. Ce lieu-là, on l'avait squatté déjà. On était nombreux. On était plus de 6 ou 7 artistes. Hassan Chagui, Jalal Otikni, Souhail et d'autres. Mais après, donc, les moins forts, ils ont quitté. Et c'est la loi de la vie. Ceux qui ont resté, c'était les plus forts. C'était un atelier ou la jungle? C'est la jungle. Non, mais c'est vrai, mais les plus forts, je dis, parce que il y avait des charges à payer. Parfois, on cherche de voler de l'eau, de l'électricité, de l'éclairage public. Donc, il faut être fort pour faire ça. Ah non, moi, je peux pas assumer ça, donc ils quittent. Donc, on est resté les 3. Et les 3, on a assumé. On a changé la porte parce que au début on rentrait dans une porte où il y avait que des ordures partout. On l'a fait changer. C'était un samedi. Il y a la police qui débarque. Ils ont ramené Hamzaoui parce qu'on faisait ça illégal. Après, le propriétaire soi-disant il est venu. On l'expliquait que c'est juste un lieu d'artistes. Le jour où vous voulez votre bien, on vous le donne. Et c'est passé comme ça. Cet espace était un lieu de rencontre. Et il y avait rien. C'était tellement simple, le sol, ni carrelage, ni rien du tout, tout est blanc, gris, lumière simple, normale, mais il y avait de l'âme. L'âme, c'est très important. Très, très, très important. Quand tu peins, quand tu es satisfait de ce que tu réalises, là, tu empruntes ton âme sur ce support, quel que soit le support. Ça peut être une photo. Et pour la photographie, pourquoi je cite ça? Parce que j'avais assisté à un photographe américain. En les années 80, je crois. Il s'est installé sur la place d'Assila avec son trépied. Moi, je croyais qu'il allait prendre une photo en 2 secondes et on va partir parce que moi, je voulais aller à la plage. Moi, j'étais à côté de lui, il prend la caméra. 1h30. Il me dit, il n'y a rien qui se passe, allez, on rentre. Je dis, comment rien qui se passe? 1h30 pour prendre une photo, mais il me dit, rien ne se passe. On revient demain. Il revient demain. Rien. Le lendemain. C'est là où il me dit, là oui. Après, on rentre à laboratoire, révélateur, fixateur, toute la procédure de la photographie. Et je me retrouve avec une photo, noir et blanc, un vieux avec djellaba blanche et un pigeon blanc, en mouvement. Tout simplement ça. When the willow bends towards the end of day and twilight falls again, to the funny sound that a blackbird makes, twilight falls again. As no good reason remains, I'll do the same, thinking of you. One day ship comes in, one day ship comes in, but I can't say how or when. But I know somewhere a ship comes in every day. There is no morphine, I'm only sleeping. There is no climb to dreams like this. And if you could take something with you,
stop and talk to the girls who work this street. Well, I got business farther down. Like one long season of rain, I will remain thinking of you. One day. Alors l'âme, c'est la fidélité, c'est la justesse et c'est le gentil ou le mauvais démon. Parfois le démon, elle est bon. Il peut être mal, mais bon. Parce que dans le mal, il y a le bon. Dans l'obscurité, il y a de la lumière. Ça t'arrive pas, par exemple, il y a une coupure de lumière et tu essaies de trouver une source de lumière minime, peut-être, d'un truc qui clignote ou... Et c'est à travers de cette lumière où tu trouves ton chemin. Toujours de la lumière dans l'ombre. Le texte que j'ai écrit pour Azurium, l'exposition à Garrican qui nous vaut notre rencontre et qui a lieu en ce moment, et porte sur la lumière de l'ombre et l'ombre de la lumière. C'est ça. Et je crois que c'est un degré de maturité pour arriver à ce stade. Parce que tu dépasses la représentation picturale simple. Tu rentres dans d'autres dimensions. Et c'est là où ça devient juste et sincère. Il y a de la recherche dedans. Parce qu'on ne cherche pas l'esthétique maintenant. Peut-être à une période d'avant, oui, on cherchait l'esthétique, ça doit faire beau, pour vendre. Mais maintenant, non. Non. Là, on rentre dans une autre philosophie. Alors Azila, c'est le Moussem, mais j'écrivais sur Khalil Kharib et je lui montrais mon texte et il me dit « Oui, c'est bien, Azila, c'est le silence. Tout ce silence immense qui nous entoure pendant toute l'année. » Et c'est peut-être ça l'âme aussi de la ville. Oui, mais je vais répondre avant parce que vous avez dit Azila, c'est le Moussem. Oui, c'est vrai. Mais Azila, elle se divise en deux. Il y a la partie Moussem, mais il y a une autre partie. Il y a d'autres artistes. Il y a d'autres que personne ne les connaît. Il y a Youssef Al-Qasbi, Mohamed Al-Arabi Ben Thabit, Mohamed Bouchti. Il y a plusieurs qui font de la peinture constamment. Ils sont sincères. Mais ils n'étaient pas intégrés dans ce programme du festival ou de Moussem. Donc, à cela, il y a deux parties. Je ne sais pas comment ils peuvent réexister, mais ils sont là, ils font leur vie, ils continuent à créer et à peindre. Par rapport au silence, c'est vrai que la ville, il t'inspire le silence. Moi, il m'inspire. Il m'inspire le silence, la lumière et l'obscurité en même temps. C'est ce qui est bizarre. C'est obscur, c'est lumineux, et c'est calme, c'est silencieux, tout à la fois. Et c'est l'âme. Et c'est l'âme. Il y a de l'âme qui flotte à Azila et qui nous saisit et que l'on peut saisir. C'est pour ça que cette ville produit tant d'artistes. Moalier Bari, ton travail récent est extrêmement différent de ce que tu faisais il y a 30 ans. C'est normal, ça a évolué. Tu étais dans un travail qui, aujourd'hui, est très utilisé chez les jeunes, une espèce d'expressionnisme mi-figuratif, très inspiré, on va dire, de James Brown, de cette figuration cassée. Tu faisais ça il y a 30 ans, il y a 35 ans. Comment est-ce que ça a évolué? Mon travail d'avant, c'était ça, exactement ça. Mais c'est avec le fil des années qu'on devient plus mature. On voyage plus, parce que les voyages, ça aide à rafraîchir la mémoire et à nettoyer beaucoup de choses. Mais aussi, la question qui me revient avec plusieurs amis et proches, c'est que, elle est où la femme? Parce que moi, je travaille beaucoup sur le corps. Ils me disent, ah là, tu travailles sur les fauteuils, les chaises. Je dis, non, mais c'est toujours la même chose. Pour vous, c'est une chaise vide, mais pour moi, il y a une femme assise. C'est dans mon imagination. Il y a toujours une femme, un personnage dans mes toiles. Et ça, c'est un exercice mental à faire, ou que je fais. Ça veut dire de faire le transfert. C'est la technique que j'utilise et qui se date de ça fait 35 ans. Je vais vous raconter une petite histoire par rapport au transfert. Au transfert, ici au marché de jeudi, parce qu'on a un marché le jeudi, il y avait un monsieur qui vient avec une petite bouteille où il y a un liquide et il ramène des feuilles des magazines, Michael Jackson, Madonna, et il te fait le transfert sur ton t-shirt. Et moi je dis, mais quelle magie, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce médium pour enlever l'image du papier et la coller sur...
Et ça m'a vraiment bouleversé. Donc j'ai commencé à chercher, à sentir, je m'approche pour... Et ça m'a rappelé le liquide pour nettoyer le vernis. Et c'est de l'acétone, tout simplement. En cherchant, au bout de 2 ans, j'ai trouvé l'astuce. Et depuis, je l'utilise. Ce transfert, parce que j'ai toujours aimé ramener quelque chose et la projeter sur ma toile. Que ce soit une image, une idée, moi-même, je transfère la lumière, l'obscurité, l'image, la sensibilité et l'âme en général. Je fais un transfert de l'âme. Mais on a le sentiment que tu travaillais auparavant sur la figure, que tu essaies de trouver les limites de la figure, tu dessinais ton territoire en fait, que maintenant tu travailles beaucoup plus sur l'acte de peindre lui-même, gratuit. Tu cherches la touche, tu cherches, c'est pas le geste, mais c'est le trait de pigment qui va faire que on est purement dans la peinture et plus dans une narration, dans la figure. Les fauteuils qui nous entourent, là, sont un prétexte, en fait, à mon sens. C'est vrai, très bien saisi, mais ça reste une forme. Et cette forme, ce volume-là, si c'est pour vous une chaise, pour moi c'est non. Ça peut être autre chose qu'une chaise. Je laisse aussi l'imagination. Il faut se libérer de ces images stéréotypes. Il faut se libérer de ça. Si on voit par exemple un monsieur barbu, ça ne veut pas dire un terroriste. Si on voit une femme voilée, ça ne veut pas dire, ou une femme avec une mini-jupe, ça ne veut pas dire une prostituée. Non, absolument non. C'est ça. Et si on voit un fauteuil peint, c'est pas un fauteuil peint. Ceci n'est pas une pipe, d'accord, mais... Voilà, c'est pas une banane. Ça rejoint l'idée. Tu vois, mais c'est pas obligatoire. Peut-être la forme. La forme, c'est un fauteuil ou une chaise. Mais pour moi, ça peut être autre chose. Alors, Tony Marini, Melehi et Anne-Judith Van Look, parce qu'on a le surréalisme. Oui. Anne-Judith avec Magritte, et ceci n'est pas une pipe. C'est ça. C'est pas une banane. Ceci, c'est pas une chaise. C'est un dessin de chaise, c'est une représentation de chaise. On passe d'un travail, je disais, de territoire, de figure, de l'expressionnisme semi-figuratif des années 80 à quelque chose de beaucoup plus... La nouvelle abstraction. On l'appelait la nouvelle abstraction ou la nouvelle figuration. Ça veut dire, on intègre des figures dans un cadre abstrait. Oui, mais c'était une période. Et c'est ça, la recherche. C'est ça que tu es toujours en recherche. Et cette période, tu l'as explosée, à mon sens. Et là, maintenant, tu es dans une espèce de cosmogonie. Tu peins le cosmos à la Zhao Walking, une espèce de vision céleste de galaxie. T'as explosé ta figure, en gardant un fauteuil au milieu, pour rappeler que ceci n'est pas une pile. This one I better do with the jabata. Me I no get time I did da. Dada cover my face, calling me la bada. Biggie man we know they wear abada. Tell me, my nigga, what's it come? G-Wagon, all the Bentley, take your time, ride the boat. I no feet, die for nothing. My nigga, what's it come? G-Wagon, all the Bentley, take your time, ride the boat. I no feet, die for nothing. Make you no say anything when you do, they must commend it. I can't come and keep myself. So anything when I do, I try to do on my way. I can't come and keep myself. Plenty so far we face. Just to make sure money day. But my people then go say I know one buy, I know one die, I know one payment. I want enjoy, I want job life, I want buy motor, I want build house, I still want to know. Tell me, my nigga, what's it come? G-Wagon, all the Bentley, take your time, ride the whip, I no feet, die for nothing. My nigga, what's it gonna be? G-Wagon, all the Bentley, take your time,
ride it with me. I know feet. Different things them happening, schemes and packaging. In a one night for shows, I'm juggling. Flow like the ocean, my boat, I'm paddling. Sharashina Pella, that's my bro, my family. Frozen dreams. Alors, là on est dans les dernières questions. Quand on est arrivé dans cet atelier, tu m'as dit que tu avais besoin d'un atelier plus grand, alors qu'il est beau déjà, parce que tu avais besoin d'avoir toutes les toiles que tu travailles en même temps. Comment fais-tu pour travailler et pourquoi travailles-tu plusieurs toiles en même temps? Moi, je travaille en général. Ça fait des années que je peux pas travailler une seule toile. Toujours j'ai 10 toiles. 10 toiles par inspiration ou par série. Si vous les comptez, il y a 10 et ils sont derrière toi. Parce que quand je suis inspiré, j'ai beaucoup d'inspiration en même temps. Et juste une seule toile, elle va pas supporter toute cette inspiration. Donc, je l'étale sur tous les 10 toiles et ça me permet de garder une lecture, une ligne entre les toiles, entre les 10 toiles. C'est juste une question d'organisation mentale et spirituelle. C'est le cadre que tu t'organises pour pouvoir travailler, en fait. Exactement. Par exemple, quand j'y vais dans des résidences, j'ai toujours du mal, mais vraiment du mal, à peindre 2-3 toiles. Ça me fait de la peine. Je me sens frustré. Et quel est le sens de la série dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'une série? C'est un enchaînement des idées, c'est un enchaînement de lumière et d'ombre et d'âme qui voyage d'une toile à une autre. C'est une idée qui saute d'une toile à une autre, à une autre, à une autre. Par exemple, dans toute la collection, là qu'on va exposer à la Galerie Kent, je peux pas enlever une toile de toute la série. Si j'enlève une, ça casse. Pour moi, il n'y a pas une lecture. Parce que dans ma tête, dans mon esprit, il y a une lecture de toutes les toiles. L'œuvre, c'est le tout. Mais chaque œuvre, elle est indépendante aussi. Mais elle dépend aussi de celle d'à côté. Et celle-ci, elle est indépendante, mais aussi elle dépend de la première et de la deuxième. Et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui va définir la série Azurium? C'est ce que vous voyez, c'est une série avec beaucoup d'âme. C'est ce que je peux dire. Ah, t'es dans l'âme, hein, là, c'est... C'est l'âme, c'est l'âme. Avant, peut-être, je travaillais vers l'extérieur. Là, je travaille vers l'intérieur. C'est la seule différence entre ce que je faisais avant et ce que je suis en train de faire maintenant. Avant, je travaillais à l'extérieur, ça veut dire ce que tu vois, ce qui t'entoure. Mais là, non. Là, je travaille ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, l'exercice que j'ai fait à mes élèves à l'Académie de Beaux-Arts de Tanger, je les ai bandés les yeux et on va peindre. Ils disent, mais on voit rien. Je dis, oui, faut aller dedans. Il y a beaucoup de paysages à l'intérieur, beaucoup d'idées. Cherchez à l'intérieur. Peut-être que vous n'allez pas aimer au début, mais laissez le temps faire. Finalement, c'est le seul sens de la peinture moderne, contemporaine, c'est d'aller vers l'intérieur. Vers l'intérieur. Ça fait quelques années, c'était pas le même concept. Bon, quelques-uns qui étaient futuristes. Mais en général, c'était ce qui t'entoure. Je me rappelle avec Jean-Pierre Ventigam, il a écrit un texte sur moi et il parlait des formes, des rondures des femmes. Il me dit, mais c'est qui cette femme? Je dis, mais je la connais pas. Peut-être elle est passée, j'ai vu dans la plage, mais moi je la connais pas, mais c'est juste l'image. C'est ça l'extérieur. Là, je me suis renversé vers mon intérieur. La maturité, simplement. Voilà. Ça peut être ça, ça peut être ça. Well, a long time ago, came a man on a track, walking 30 miles with a sack on his back. And he put down his load where he thought it was the best, made a home in the wilderness. Ce dernier épisode de Détroit était consacré à l'artiste peintre Dazila Mouadjibari, qui participe du 5 au 21 juin 2025 à l'exposition Azurium à Galerie Kent, Tanger, avec Younes El Kharaz et Nargis El Joubari. Tout droit réservé à Philippe Guiguet-Bologne. Merci à Omar Mtiwi pour les musiques des génériques, solo de lutte, extrait de son album Andalousie, ainsi qu'à l'ensemble Ibn Arabi et à Dargnawa de Tanger. La playlist de cet entretien, établie par Mouadjibari et Philippe Guiguet-Bologne, était composée de Little Drop of Poison de Tom Waits, Red Right Hand de Nick Cave and the Bad Seeds, 100 Days de Mark Lanegan, Yeah de Burna Boy dans le cadre d'Afrobeat
et Telegraph Road de Dire Straits, les 5 morceaux ayant été gentiment empruntés à leurs ayants droit.